Nous sommes le 27 octobre 2014 dans la ville d'Iron River, dans le Michigan. Terry O'Donnell, une femme enseignante en école primaire, se présente au poste de police de la ville. Elle se dit être très inquiète pour son ex-petit ami Christopher Regan, âgé de 53 ans, dont elle n'a plus de nouvelles depuis plus de 10 jours. La police, qui pense dans un premier temps à un départ volontaire ou à un banal accident, finit par découvrir une histoire sordide dans laquelle un couple nouvellement arrivé dans le coin est possiblement impliqué. Un couple ayant passé un pacte macabre le soir de leur nuit de noces. Si tromperie il y a, alors le tricheur doit tuer l'amant ou l'amante. Plongez avec moi dans cette histoire sordide dans laquelle il est peut-être question de meurtre en série et de cheeseburger de viande humaine. Laissez-moi aujourd'hui vous raconter l'histoire du couple Cochrane. Salut à tous, c'est Manaria, heureuse de vous retrouver aujourd'hui après un nouveau moment sans sortir de vidéo. J'espère que je vous ai un petit peu manqué. D'ailleurs, je remercie certains d'entre vous pour les messages que j'ai reçus et le soutien dont vous m'avez fait part. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas pour mon absence. En fait, j'ai beaucoup de projets en cours dont je vous parlerai en temps voulu. J'ai beaucoup de choses à gérer, mais je suis encore présente pour vous proposer de nouvelles vidéos. Pour le rythme de sortie cette fois, je ne vous promets rien. Donc si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification ou à vous abonner à mes réseaux sociaux indiqués dans la description. N'hésitez pas à liker et partager ce contenu si vous souhaitez me soutenir, puisque YouTube ne m'a pas vu depuis un moment, donc je pense qu'il va pas trop partager ma vidéo. Maintenant que tout cela est dit, je vous propose de me suivre dans cette nouvelle histoire particulièrement horrible. Aujourd'hui, nous allons parler du couple Cochrane. Un couple assez particulier, dans lequel on ne sait pas trop quand la folie s'est réellement installée, mais une idée de par qui elle a commencé. En 2014, Christopher Regan a 53 ans. Il est né dans le Michigan, dans la ville de Détroit, dans laquelle il reste jusqu'à l'âge de 20 ans. Après avoir obtenu un diplôme en école de commerce, il rejoint l'armée. Il est envoyé dans la base militaire de Marquette à presque 7 heures de chez lui en voiture. Lors de ses sorties dans la ville, il croise souvent le chemin d'une jeune femme sur qui il flash immédiatement. Dans un premier temps, sa timidité l'empêche de l'aborder. À force de la croiser, il se décide finalement à l'approcher. Courtois, il échange d'abord brièvement, puis une réelle amitié se met en place. Cette jeune femme, c'est Terry O'Donnell, une jeune enseignante originaire d'Iron River en Indiana, l'État juste à côté. Leur relation amicale dure un certain moment, ne débouchant pas directement sur une relation amoureuse, puisque Christopher est déjà en couple. D'ailleurs, il se mariera avec une femme dont il divorcera. 2 enfants seront créés via cette union. En 2012, Christopher quitte son poste de militaire. Toujours en contact avec Terry, il lui propose enfin une relation amoureuse. Tous les deux ont de nombreux points communs, dont le besoin de tranquillité, la passion pour les randonnées et la nature. Terry lui propose alors de s'installer ensemble à Iron River. Iron River, c'est une petite ville d'un peu moins de 3000 habitants, et c'est une ville en fait où la région d'Iron River est connue pour ses forêts très denses, ses sentiers de randonnée, son abondance de lacs et ses hivers glaciaux. Une nature donc extrêmement sauvage dans laquelle l'isolement se fait vite ressentir. Et c'est la raison qui pousse le jeune couple à s'y installer. Ils font de nombreuses activités ensemble et l'entente entre les deux est plutôt bonne. Christopher trouve un emploi dans une usine de production de pièces de navires militaires. Au départ, tout se passe bien dans le couple, mais la familiarité emmène Terry à découvrir Christopher sous un angle différent. Christopher aime beaucoup les femmes, un peu trop même.
Grand adepte de câlins plus, il aime beaucoup les films pour adultes, et lors de certains de ses déplacements, il ne cache pas à Terry le fait de rencontrer des femmes pour du sexe, rassurant Terry en lui certifiant que ce n'est que du sexe. Terry déchante peu à peu, et malgré leur bonne entente sur le reste, ce point-là pousse le couple à traverser une crise. En 2014, Christopher fait la rencontre d'une nouvelle dans son usine, Kelly Cochran. Malgré une différence d'âge de 20 ans, Kelly et Chris ont beaucoup en commun. Ils sont des étrangers dans la région et tous les deux sont extravertis et sociables. Ils prennent souvent des pauses ensemble et se confient l'un à l'autre puisque tous les deux ont des soucis de couple et trouvent du réconfort dans leurs confidences. Avril 2014, après 2 ans de relation amoureuse, Terry n'arrive plus à surmonter la déception qu'elle ressent face au comportement de Christopher et décide de le quitter. Malgré leur séparation, Terry et Christopher s'entendent bien. La séparation s'est faite paisiblement. Christopher, lui, souhaite donner une seconde chance à leur relation, mais Terry est aujourd'hui sur la réserve, même si elle ressent toujours beaucoup d'amour pour lui. Lors de leur séparation, Christopher se prend un petit appartement juste au-dessus d'une petite épicerie de la ville, tenue par les parents de Terry. Une situation qui est finalement temporaire, puisque Christopher cherche maintenant à déménager et à trouver un nouvel endroit, afin d'entamer une nouvelle vie sans Terry. Il envoie des CV un peu partout dans le pays, passe des entretiens et obtient une réponse positive pour commencer fin octobre, en Caroline du Nord, à Asheville, à 1800 km d'Iron River. Christopher trouve rapidement un appartement sur place. Tout est prêt. Il dépose son préavis dans l'usine d'Iron River et commence à préparer ses cartons. C'est loin, mais Terry est heureuse pour lui. Elle le soutient dans toutes ses démarches, même médicales, puisque Christopher a un sérieux problème à l'un de ses genoux. Elle le suit donc dans ses rendez-vous et dans ses soins, soucieuse de son état de santé. Et il a justement un rendez-vous le 15 octobre 2014. Elle lui demande s'il veut qu'elle l'accompagne, mais non, il se sent d'y aller seul. Arrivé à la date du 15 octobre, Terry envoie un message à Christopher pour savoir si tout s'est bien passé. Mais elle n'obtient aucune réponse de sa part. Au départ, Terry, elle n'est pas forcément inquiète. Le départ imminent de Christopher la laisse croire qu'il est simplement très occupé. Mais les jours passent et rien. Toujours aucune nouvelle. Terry commence vraiment à s'inquiéter. Elle n'est pas du style intrusive, elle pourrait simplement rentrer dans l'appartement de Chris, mais elle ne le fait pas. Elle constate juste de son absence. Seulement, le manque de nouvelles n'est pas une situation normale. Elle va finir par appeler un des collègues de travail de Christopher, et celui-ci lui certifie l'absence de Chris au travail, depuis le 14 octobre. Terry se rend donc à la police pour alerter de sa disparition. Au départ, les policiers ne la prennent pas au sérieux et lui disent qu'il est peut-être parti plus tôt sur un coup de tête, pressé de commencer sa nouvelle vie. Mais Terry en doute fortement. Ils se parlent et il l'aurait prévenu. Les jours passent encore et rien. Pas de nouvelles de Christopher. Elle se décide à entrer dans l'appartement et constate que toutes ses affaires sont encore là. La moitié de celles-ci rangées dans des cartons. Le 27 octobre, Terry retourne voir les autorités qui finissent par l'écouter. Et une enquête débute. Au départ, la police pense à un accident. Chris est adepte de randonnée solitaire, il aime parcourir les sentiers autour d'Iron River. Les sentiers sont alors fouillés à l'aide de chiens pisteurs, mais aucune trace de Christopher n'est retrouvée. L'appartement de celui-ci est également fouillé à la recherche d'une piste quelconque, mais rien. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne s'est pas présenté à son rendez-vous médical comme prévu. Il a donc sans doute disparu dans la soirée du 14 octobre. La voiture de Chris est retrouvée sur un parking de covoiturage à environ 13 km d'Iron River. Mais Chris tenait beaucoup à sa voiture. La voiture est là, verrouillée. La police force la portière afin de la fouiller et ne constate rien de particulièrement choquant. Sa genouillère est là, genouillère qu'il utilise pour aller marcher. Chris souffre vraiment de douleurs au genou et la présence de la genouillère pousse les autorités à croire qu'il n'est donc pas allé marcher.
Un bout de papier est trouvé dans la boîte à gants. Sur celui-ci est noté des indications pour se rendre quelque part. Juste des indications du style tourner à droite, au feu, etc. Pas d'adresse. Seulement les policiers ne savent pas d'où devait partir Chris pour suivre ces fameuses indications. Ils mettent de côté ce bout de papier et continuent leur investigation, du côté de l'usine où travaille Chris, à l'écoute de la moindre rumeur sur celui-ci. Une des rumeurs concerne une relation qu'entretiendrait Chris avec cette nouvelle employée, Kelly Cochran. La rumeur dit qu'ils se fréquentent depuis plusieurs mois et qu'ils se verraient en cachette plusieurs fois par semaine. Pendant ce temps, les indications sur le papier sont étudiées. Elles servent à indiquer le chemin de la maison des Cochran en partant de chez Chris. Kelly, originaire de Maryville, une petite ville d'Indiana située à moins d'1 heure de route de Chicago, est l'aînée d'une fratrie de 3 frères et sœurs. D'un tempérament de feu, elle est particulièrement difficile à éduquer. À l'adolescence, Kelly fugue régulièrement le domicile familial pour aller traîner avec des amis pas super fréquentables. Drogue et problèmes avec la police font partie de son quotidien. Ses parents sont alors dépassés par son comportement et décident de la faire placer dans un établissement pour mineurs à problème, dans l'espoir de la faire changer. Kelly consomme de l'héroïne et à l'époque, ses parents la pensent perdue. Mais au lycée, elle fait connaissance avec un certain Jason. En réalité, elle le connaît de vue depuis déjà un moment, puisqu'il vit dans la même rue qu'elle. Mais jusqu'ici, Jason était seulement le garçon d'à côté. Ensemble, ils débutent une relation amoureuse et Kelly semble s'apaiser. Les proches de Kelly constatent de son évolution, mais malgré cela, ils ont du mal à imaginer ces deux-là se marier, comparant leurs différences à celles de l'eau et de l'huile. Jason est un jeune homme plutôt calme, introverti, ne parlant que très peu aux autres, et ayant pour passion les jeux vidéo. Alors que Kelly, elle, est une jeune femme très sociable, qui aime discuter, plutôt hyperactive de manière générale. Le temps passe, la fin des années lycée arrive, et finalement, Kelly et Jason s'installent ensemble à quelques kilomètres de Maryville, dans la ville d'Hobart, avec des projets d'entrepreneuriat plein la tête. En 2002, le couple se marie à l'église, et leur cérémonie de mariage est décrite comme étant une vraie belle cérémonie. Et durant cette cérémonie, les amoureux se promettent de s'aimer dans le meilleur et le pire, la santé et la maladie, mais pas seulement. Une fois tous les deux durant leur nuit de noces, ils se font une promesse un peu particulière. Si l'un d'eux trompe l'autre et que cela est découvert, alors l'amant ou l'amante devra être tué par le tricheur comme une sorte de punition. À la suite de leur mariage, les deux jeunes gens ouvrent une petite entreprise d'entretien de piscine. L'entreprise ne leur rapporte pas fortune, mais assez pour vivre correctement et faire vivre également le frère de Kelly, qu'ils embauchent très rapidement. Les années passent et un problème s'installe peu à peu dans le couple. Le travail consistant à nettoyer les piscines est un boulot particulièrement physique qui épuise peu à peu Jason. Au fur et à mesure, son dos commence à poser souci. De nombreux arrêts maladie obligent le couple à refuser nombre de chantiers. Par manque de moyens, le frère de Kelly est licencié. Kelly, qui normalement s'occupe de toute la partie administrative de l'entreprise, est obligée de prendre la place de son mari sur le terrain. Mais la cadence de travail est trop importante pour une personne seule. Elle essaie malgré tout de tenir la barre, espérant que la santé de son mari s'améliore, ce qui n'arrive pas, bien au contraire. Il ne peut plus rien faire, il finit par passer toutes ses journées dans le canapé à jouer aux jeux vidéo. Il joue très souvent en ligne avec un de ses amis, Walter, qui lors de nombreuses parties entend certaines disputes au sein du couple Cochran, constatant du mauvais équilibre entre les deux époux. Kelly gère à ce moment-là l'entreprise, l'intendance du foyer et l'état de son mari. Elle, qui de par son tempérament avait déjà tendance à écraser celui-ci, se voit être celle qui décide et s'occupe de quasiment tout. De plus, il commence à accumuler des dettes liées au traitement de Jason. Et Kelly finit par réellement saturer de son côté. Elle cherche du réconfort auprès d'hommes rencontrés ici et là.
Mais ce n'est pas quelque chose qu'elle cache à son mari, qui accepte qu'elle aille voir ailleurs au vu de la situation compliquée qu'il impose à sa femme, qu'il a évidemment peur de perdre. La promesse qu'ils se sont faite la nuit de noces n'est pas prise en compte, puisque Jason est au courant, et il n'y a donc pas tromperie. Pour Jason, la vie est dure. L'inactivité, la mauvaise opinion qu'il a de lui au vu de sa vie, et la relation qu'il entretient avec Kelly finit par le faire plonger dans une dépression. Kelly, malgré les nombreuses situations conflictuelles avec son mari, cherche des solutions pour lui remonter le moral. Et l'une de ces solutions est d'organiser des soirées libertines avec des femmes trouvées sur le net. Puisque Kelly apprécie également la compagnie des femmes, c'est un moyen pour eux de penser à autre chose et de faire entrer chez eux un peu de piment. Bref, chacun son moyen de remonter la pente. Malheureusement, les sessions câlin ++ ne suffisent pas, puisque cela ne fait pas passer les douleurs de Jason, qui empêchent celui-ci de reprendre une vie normale, et le cloue presque tout le temps au canapé du salon. Il a bien des ordonnances pour des antidouleurs, quasiment que des opiacés, des bons gros médicaments bien addictifs comme ils aiment en prescrire aux États-Unis, mais Jason est davantage adepte de la médecine à base de plantes. Ils décident ensemble de déménager dans un état où la consommation d'herbes à des fins médicinales est autorisée. Ils partent alors pour l'état du Michigan et s'installent dans une petite maison proche de la ville d'Iron River avec l'envie de tout recommencer. Nous sommes alors en 2014 et Jason se voit recevoir sa première ordonnance de cannabis médicinal. Kelly trouve un poste d'ouvrière dans une usine du coin, produisant des pièces pour des navires militaires. Mais l'état de Jason ne s'améliore pas vraiment depuis leur installation. Il est maintenant aux proies d'idées suicidaires et est guidé par une jalousie excessive, puisqu'il est maintenant hors de question que sa femme puisse voir d'autres hommes. Il n'est plus d'accord avec le principe de faire entrer de nouveau des gens dans leur couple. Seulement, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au sein de l'entreprise dans laquelle travaille Kelly, un homme la réconforte lorsqu'elle en a besoin. Les rumeurs sur une éventuelle relation entre Kelly Cochran et Christopher Regan, plus les indications sur le post-it retrouvé dans la voiture de Chris, poussent les policiers à se rendre au domicile du couple pour les interroger. Ils arrivent devant la maison et devinent une silhouette derrière l'une des fenêtres de l'étage. Ils frappent et Jason Cochran leur ouvre la porte. Les policiers demandent à voir Kelly, mais Jason affirme qu'elle n'est pas là. La police demande alors s'ils vivent seulement tous les deux, puisqu'ils ont aperçu quelqu'un à l'étage en arrivant. Sous l'insistance des policiers, Kelly arrive derrière Jason et se présente aux forces de l'ordre. Les policiers demandent à Kelly depuis combien de temps elle n'a pas vu Christopher. Elle dit ne pas l'avoir vu depuis plusieurs semaines. La police souligne le fait qu'ils ont trouvé dans son véhicule une note contenant des indications pour venir chez eux. Est-il venu ? Kelly leur répond qu'il devait venir manger chez eux le soir du 14 octobre, mais qu'il ne s'est pas présenté. Que Chris doit déménager et qu'elle pensait simplement qu'il était parti plus tôt que prévu. Les autorités parlent des rumeurs concernant une éventuelle relation entre elle et Chris, et Kelly réfute immédiatement. La police demande au couple s'ils sont prêts à coopérer et à les suivre au poste pour faire une déposition, et le couple accepte. Chacun à leur tour, ils sont interrogés. Kelly est questionnée sur sa relation avec Christopher. Elle parle d'une relation très passionnée, de ses sentiments pour lui, du consentement de son mari pour cette relation puisqu'ils sont un couple libre. Pourtant, les policiers ont interrogé Kelly à propos de ce sujet, sur le pas de sa porte, et elle a réfuté. Elle prétexte alors qu'elle était gênée, car malgré tout, ça reste son mari, et qu'elle ne souhaitait pas en parler devant lui. Ce qui, on est d'accord, n'est pas cohérent avec l'affirmation qu'ils sont un couple libre. Ensuite, les policiers lui demandent si elle trouve ça normal que Chris ait abandonné sa voiture sur le parking de covoiturage. Et elle dit que non, il tenait à sa voiture. Les policiers remarquent le fait que Kelly parle de Christopher au passé, mais ne relève pas. L'interrogatoire de Jason montre que celui-ci est plutôt évasif concernant la relation éventuelle entre sa femme et le disparu. Tout ce que les policiers comprennent, c'est qu'il n'était pas d'accord avec cela, contrairement aux affirmations de Kelly. C'est un sujet qui apparemment le dérange et qu'il esquive le plus possible.
revenant inlassablement sur sa situation de santé et professionnelle. Il passe une grande partie de l'interrogatoire à pleurer sur son sort, oubliant presque la raison de sa présence dans la salle d'interrogatoire. Aucun indice sur ce qui est réellement arrivé à Chris ne ressort durant les interrogatoires du couple. Mais la police trouve leur comportement étrange. Le mensonge concernant la présence de Kelly au domicile quand les policiers sont arrivés, les contradictions de Kelly concernant la relation qu'elle entretenait avec Chris, et le consentement apparemment pas très clair sur leur soi-disant couple libre. De plus, Jason a un mobile, tuer l'amant de sa femme, c'est crédible. À ce moment de l'enquête, il est donc le suspect numéro 1. Les mois passent, Chris ne réapparaît pas, et l'enquête n'avance pas. L'équipe en charge de l'enquête est une toute petite équipe avec peu de moyens. 5 mois plus tard, une demande de perquisition du domicile des Cochrane est acceptée. Nous sommes alors le 6 mars 2015. Dans la maison, la police ne retrouve rien prouvant l'implication directe du couple dans la disparition de Christopher. Aucune trace suspecte, ni ADN, pas d'armes et rien dans le jardin. La police va prendre l'ordinateur du couple afin de le fouiller et il récupère également le brouillon d'un roman écrit par Jason. Une fois l'analyse de ces 2 éléments, quelques points sont soulignés. Dans l'ordinateur de Kelly, il ne trouve rien d'accablant. Seules des photos d'un point d'eau à quelques kilomètres de chez les Cochrane, pris sur Google Earth, sont enregistrés sur le PC. Et le roman de Jason, qui parle de meurtre, dont l'histoire d'un des personnages rappelle étrangement l'histoire de Christopher. Mais cela ne suffit pas à les arrêter. 3 semaines plus tard, les autorités reviennent perquisitionner le domicile des Cochrane, persuadés d'être passés à côté de quelque chose d'important. Et ils apprennent à ce moment-là que les 2 protagonistes sont partis, laissant quasiment toutes leurs affaires derrière eux pour retourner en catastrophe à Hobart, dans l'Indiana, emmenant avec eux seulement ce qui passait dans un véhicule. La police de l'État du Michigan prévient alors la police de l'État de l'Indiana des soupçons qui reposent sur le couple Cochrane. Et les mois passent encore. La police d'Iron River continue ses investigations avec le peu d'éléments en leur possession, comme les photos satellites du point d'eau retrouvées sur le PC de Kelly. En fait, ce point d'eau, c'est une mine abandonnée qui s'est remplie d'eau. Une fouille est effectuée et ils y retrouvent un baril de brûlage que l'on retrouve en général dans les jardins. Celui-ci est lesté de blocs de béton afin qu'il ne remonte pas à la surface. Le jardin des Cochrane est fouillé et les policiers observent des traces indiquant la présence d'un baril de ce type, mais il est introuvable. Ils expertisent ce fameux baril, mais aucun ADN n'y est relevé. Il y a aussi des vidéos de caméras de surveillance se trouvant près des endroits où Chris avait ses habitudes, notamment celle non loin de chez lui. Et sur l'une d'elles, on peut observer la visite de Kelly à l'appartement de Chris 2 jours après sa disparition. Que venait-elle faire ici ? Comme dit précédemment, le couple est donc rentré chez eux en Indiana. Jason joue encore aux jeux vidéo en ligne et côtoie toujours Walter, qui remarque que l'état de son ami se détériore encore un peu plus depuis leur déménagement suite à la disparition de Chris. Kelly est encore plus contrôlante qu'avant, Jason n'a quasiment plus le droit de sortir, il dort dans le canapé, joue de moins en moins aux jeux vidéo, et un jour, il tente de mettre fin à sa vie. Kelly, elle trompe de nouveau son mari, mais cette fois-ci avec une femme, et a priori, cherche à avoir une relation sérieuse avec elle. La vie est donc devenue encore plus compliquée dans la maison Cochrane. Et il arrive un drame. Le 22 février 2016, Kelly appelle les secours de Hobart car son mari ne respire plus. Elle semble paniquée et a beaucoup de mal à expliquer ce qu'il se passe. Les ambulanciers arrivent sur place et retrouvent Jason décédé, assis sur une chaise, le visage écarlate. Ils tentent alors de le réanimer et de gérer Kelly, qui empêche les médecins urgentistes de bien travailler. Mais de toute façon, il est trop tard. Jason est parti, son cœur ne repart plus. La police arrive également sur le lieu du drame et fouille sommairement l'appartement. Ils trouvent des seringues à proximité du corps de Jason. Kelly explique que lors de grosses douleurs, Jason prend de l'héroïne.
Elle raconte également la relation que Jason entretenait avec sa dépression et ses tentatives de mettre fin à ses jours. Kelly prend encore de l'héroïne de temps en temps. Seul problème, Jason, lui, n'est pas du tout connu pour être adepte de ce genre de produit. Et lorsque Kelly appelle Walter, l'ami de Jason, pour lui annoncer la nouvelle, Walter est intimement persuadé que Kelly y est pour quelque chose. Il connaît Jason depuis de nombreuses années, il sait que son ami ne prend pas de produits comme l'héroïne, il est également témoin des nombreuses disputes du couple, du comportement autoritaire de Kelly et de ses nombreuses infidélités. Il est alors persuadé que Kelly y est pour quelque chose et décide d'appeler les autorités pour leur expliquer. La police de Hobart, prévenue pour l'histoire du couple Cochrane concernant la disparition de Chris et l'appel de Walter, les pousse à demander une autopsie du corps. Et Jason est bien mort d'une overdose d'héroïne, mais il présente également des ecchymoses suspectes sur le visage. Kelly est convoquée au poste pour s'expliquer, mais elle ne laisse rien transparaître, et les éléments en possession des autorités ne sont pas suffisants pour l'arrêter. De nouveau, elle part libre. L'affaire de Jason est confiée à l'enquêteur Ogden, qui comprend rapidement que Kelly ne passera jamais aux aveux et qu'il faut qu'il se mette en relation avec les autorités d'Iron River pour la faire craquer concernant l'affaire de Chris. C'est pour lui le seul moyen qu'elle avoue pour Jason. Il pense que Kelly l'a tué car elle avait peur qu'il parle. Jason, devenant de plus en plus faible mentalement, devenait un handicap pour elle. Ogden décide alors de mettre en place plusieurs plans afin de mettre la pression à Kelly et de la faire craquer. Il a donc déjà rencontré Kelly le jour de son interrogatoire concernant le décès de Jason. Il a vu qu'elle aimait beaucoup plaire, même dans un cadre comme celui d'être auditionnée pour la mort de son mari. Dans un premier temps, il se présente alors aux funérailles de Jason. Ogden reste au fond de la salle et observe la veuve qui ne verse pas une seule larme. À la fin de la cérémonie, elle le remarque. Elle se dirige vers lui, le prend dans ses bras et commence à pleurer. Ils échangent leur numéro de téléphone, l'enquêteur lui faisant croire qu'il est compatissant et que si elle a besoin, elle peut le contacter. S'ensuit des SMS dans lesquels elle charme Ogden et lui, il joue le jeu, sans dépasser les limites, juste, il lui fait croire qu'il n'est pas insensible. Les jours qui suivent, Ogden contacte Walter, l'ami de Jason, et lui demande s'il serait OK pour qu'il fasse de lui un appât. L'idée est de faire croire à Kelly que Jason a écrit une lettre à Walter. Que Walter a eu pour ordre de ne pas lire la lettre et que celle-ci doit être déposée aux autorités s'il lui arrive quelque chose. Walter accepte. Walter appelle alors Kelly. La conversation est mise sous écoute. Il répète ce qu'on lui a demandé de dire. Kelly le supplie de ne pas lire cette lettre et de ne surtout pas la déposer aux autorités. Même si elle n'avoue rien directement, cet appel en fait est un très bon moyen de mettre pression sur Kelly, qui croit maintenant que quelqu'un possède peut-être une preuve de la vérité. À la suite de cela, Kelly se voit convoquée au poste de police pour discuter une nouvelle fois de la mort de son mari. Et elle reste de nouveau impassible et droite. Elle ne fait rien fuiter, ne donne rien aux enquêteurs. L'enquêteur Ogden est toujours en contact avec elle. Parfois, il lui demande si elle est sûre qu'elle n'y est pour rien. Et Kelly, tellement sûre d'elle, le provoque, lui disant que de toute façon, ils ne trouveront rien de suffisant pour l'inculper. Ogden, qui suit tous les déplacements de Kelly, réfléchit à un plan visant à lui faire peur. Et l'idée qu'il a, vous allez le voir, est digne d'un vrai thriller. Il constate qu'elle se rend presque tous les jours dans le même parc pour se promener, et elle s'installe toujours sous le même arbre afin de s'y délasser. Il a donc l'idée de graver sur le tronc de cet arbre « Chris est ici », comme si, d'après les dires d'Ogden, elle était hantée par l'esprit de Christopher. Et ça fonctionne. Le lendemain, il observe de nouveau Kelly qui va comme à son habitude s'installer au pied de son arbre fétiche, et au moment de s'asseoir, elle voit ce qui est gravé sur le tronc. Ogden voit alors Kelly partir en courant. Déconcertée par cet événement, elle appelle presque immédiatement l'agent Ogden pour lui raconter et lui avouer, terrorisée par ce qui vient de lui arriver. Il lui demande alors de se présenter au poste pour y faire enregistrer ses aveux, mais elle refuse. Nous sommes
le 26 avril 2016, un peu plus de 2 mois après le décès de Jason. Une équipe de police est envoyée au domicile de Kelly pour l'interpeller. Enfin, elle a avoué. Mais celle-ci n'est pas présente. Elle a fui après l'appel passé à Ogden. Elle est retrouvée 2 jours plus tard au domicile de son cousin dans la ville de Wingo, dans le Kentucky, à 6 heures de route de Hobart. Elle est arrêtée par les US Marshals, chargés d'arrêter des fugitifs dans des affaires comme celle-ci. L'enquêteur Ogden se déplace immédiatement pour l'interroger. Il se montre compréhensif et doux avec elle, la confiance déjà installée, elle se met à parler. Tout d'abord, elle raconte à quel point elle était amoureuse de Christopher. Elle avait dans l'idée de partir avec lui en Caroline du Nord, recommencer une nouvelle vie. Mais son mari Jason a découvert sa relation avec lui le 13 octobre 2014, veille de la disparition de Chris, lui rappelant le pacte passé durant leur nuit de noces. La relation qu'elle avait avec Chris est une relation cette fois-ci dissimulée, et comme prévu dans le pacte, le tricheur doit tuer l'amant. Jason et Kelly pensent alors ensemble à un plan. Kelly invite Chris à manger le soir du 14 octobre. Elle lui dit que son mari est absent et elle lui promet des lasagnes et son corps en dessert. Malheureusement, il accepte. Il se présente au domicile du couple comme prévu et dans un moment d'intimité, Chris, dans les bras de Kelly, reçoit une balle de calibre 22 à l'arrière de la tête. Jason, dissimulé, arrive par derrière et tire à bout portant sur Chris, qui décède sur le coup, vous vous en doutez bien. Donc il faut imaginer Kelly, qui est recouverte de morceaux de crâne, et qui déplace le corps de Chris dans la cave, pour le déposer sur une bâche en plastique. Kelly dit que Jason l'a forcé à le découper, elle utilise alors une scie à métaux pour ce faire. Le démembre, place ses restes dans des sacs poubelles, et les place dans un bois de Crystal Falls, une ville non loin d'Iron River. La voiture de Chris est déplacée par le couple et déposée sur le parking de covoiturage à quelques kilomètres. Puis, elle passe aux aveux concernant la mort de son mari. Elle dit qu'elle a mis des mois à réfléchir à un moyen de se venger, de rééquilibrer les compteurs après ce qu'il l'a obligée à faire à Chris, cet homme dont elle était tombée éperdument amoureuse. Et le 22 février 2016, elle passe à l'action. Ce jour-là, il se plaint de nouveau de son dos, il n'arrive pas à faire passer la douleur. Elle lui propose donc de lui injecter une dose d'héroïne afin de faire passer la douleur. Et il accepte. Kelly explique avoir surchargé la dose pour faire passer ça en overdose. Mais son plan ne fonctionne pas. Il ne décède pas. Il respire toujours. Elle lui bouche alors le nez et la bouche. Jason, inconscient, ne se débat pas et après de longues minutes, finit par partir. Le 18 juin 2016, elle donne l'emplacement exact du corps de Christopher, pour soi-disant lui offrir une sépulture digne de ce nom. Une équipe d'experts accompagnée de chiens pisteurs retrouve son crâne et à côté ses lunettes et des balles de calibre 22. Le relevé d'empreintes dentaires du crâne retrouvé correspond bien à celle de Christopher Regan et confirme que c'est bien lui. Le reste de son corps n'est pas retrouvé. Peut-être des animaux sauvages ont disséminé dans la forêt les restes de ce pauvre Christopher, ou peut-être pas. Les voisins du couple Cochrane, à l'époque où ils habitent à Iron River, racontent une histoire sordide à ce propos. A priori, le couple Cochrane a organisé un barbecue la semaine après la disparition de Chris. Et certains voisins racontent que la viande dans les burgers avait un goût inhabituel. Une fois les soupçons sur le couple connus par les habitants d'Iron River, certains voisins ont fait le lien et sont persuadés que le couple leur a fait manger Christopher en cheeseburger. Et que les restes de ce pauvre homme, donc tout ce qui ne pouvait pas être mangé, ont été ensuite brûlés dans le baril de jardin, dont l'emplacement a été retrouvé sur l'ordinateur de Kelly, lesté et jeté dans les eaux sombres d'une ancienne mine engloutie. Alors c'est une théorie folle, mais qui pourrait expliquer la raison pour laquelle ils ont essayé de dissimuler ce fameux baril. Et pourquoi seule la tête de Chris a été enterrée, puisque vous devez le savoir, vous, fans de True Crime, les dents ne brûlent pas, et l'identification est possible grâce aux dents. Et puis il faut imaginer quand même que si les voisins ont réussi à faire le lien entre ce barbecue et le corps de Chris, c'est que la viande devait quand même être particulièrement étrange.
Enfin sinon, je vois pas trop l'intérêt de raconter ce genre de trucs, à moins d'avoir des histoires horribles à raconter au coin d'un feu de bois. Sinon, je vois pas. C'est un genre de folklore autour de décès de Chris. Mais bon, c'est abominable de raconter ce genre de choses, ou alors Kelly était particulièrement détestée. Mais bref, revenons aux aveux de Kelly, qui renvoient la culpabilité de ce crime atroce sur le dos de son mari. Mari qui est aujourd'hui décédée. Un peu plus tard, elle change d'ailleurs sa version des faits, certifiant qu'elle était ligotée lorsque Jason a abattu Chris. Histoire que personne ne croit, bien sûr. Prenant en compte le fait que c'est elle qui dirigeait le couple, ou encore l'état émotionnel de Jason à la suite de leur fuite d'Iron River en 2015, qui montre que celui-ci vivait dans la peur et peut-être dans la culpabilité. Difficile de croire qu'il est à l'origine de cela, ou en tout cas, pas comme ça. Apparemment, Christopher ne voulait pas se montrer en public avec Kelly, ils ne faisaient rien ensemble, en dehors de leur relation sexuelle. Ils ne se voyaient nulle part d'autre que chez lui, en cachette. De plus, Christopher était encore totalement amoureux de Terry et souhaitait réellement se remettre avec elle. Pour preuve, tous les messages qu'il lui envoyait pour lui déclarer encore et encore sa flamme. Kelly était seulement un divertissement pour Christopher. Au départ consentante, elle n'a apparemment pas supporté une fois les sentiments installés qu'il s'en aille sans elle en Caroline du Nord. A priori, Kelly et Jason s'étaient bien promis fidélité et le pacte a réellement existé selon les dires du frère de Kelly. Elle s'en est donc servie pour appuyer sa version, celle du mari jaloux qui l'a forcé à tuer son amant. Mari qu'elle a tué puisque devenue trop faible mentalement. Elle avait sans doute peur qu'il passe un jour aux aveux. Le frère de Kelly a émis l'hypothèse que sa sœur aurait tué d'autres personnes, d'autres amants. Hypothèse confirmée par Kelly. Un jour qu'elle discutait par téléphone avec sa mère lorsqu'elle était déjà derrière les barreaux, elle a avoué avoir tué 5 autres personnes avant Chris. Elle ne dira jamais qui, ni où il se trouve. Certains disent que si elle dit ce genre de choses, c'est juste pour éviter qu'on l'oublie, puisque le 13 février 2017, elle est jugée et prend la peine de 65 ans d'emprisonnement pour meurtre avec préméditation dans l'affaire de Christopher Regan. Elle ne prendra rien pour le meurtre de Jason, puisqu'elle a négocié son immunité en échange d'informations. Voilà de nouveau une histoire bien particulière. Pensez-vous que les voisins ont réellement mangé Christopher le jour de ce fameux barbecue? Ou bien que Kelly a tué d'autres personnes? Je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Cette idée est abominable, et ça voudrait dire que les enquêteurs n'ont pas mis le doigt sur toute l'atrocité et la folie qui habitent Kelly Cochran. Son mari, aujourd'hui décédé, aurait eu peut-être beaucoup de choses à nous raconter. Malheureusement, on ne le saura jamais. Et ce qui est frustrant dans cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais réellement comment se sont déroulées les choses, que ce soit sur la mort de Christopher ou bien celle de Jason, puisque Kelly manipule vraisemblablement la vérité. Tout d'abord, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, un grand merci à toi. J'aimerais faire une petite vidéo FAQ où vous pourriez me poser vos questions sur à peu près tous les sujets que vous souhaitez. Je vous laisse mettre en commentaire vos questions. Je sélectionnerai les plus pertinentes et je ferai une petite vidéo. Ce serait l'occasion pour vous de me connaître davantage ou d'échanger sur un sujet précis. Notamment sur mes absences en fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Une fois de plus, s'il y a des sujets de vidéo dont vous aimeriez que je parle, je vous laisse également me le dire en commentaire. Et pour terminer, si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. On se dit à bientôt, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. En attendant, je vous embrasse et s'il vous plaît, prenez soin de vous.